Bonjour tout le monde. J'ai un petit message pour vous. Mon heure de stand-up Pantelis, le dernier des vrais, est encore en tournée. Vous avez des liens dans la description pour acheter des billets. On est à Montréal, Sherbrooke, Lavaltrie, l'Assomption, Cowansville. Je pense qu'on va essayer de racheter des choses à Québec, mais je ne suis pas trop sûr. Puis plein d'autres dates qui vont s'annoncer bientôt. Alors, panteliscomedy.com ou juste aller au lien dans la description. J'ai mon Linktree. Merci pour ça. Et le Patreon, patreon.com/Pantelis. Abonnez-vous aujourd'hui. Encore une fois, cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande d'Eros et compagnie. erosetcompagnie.com. Poseidon, as-tu commandé quelque chose de nos amis Eros et compagnie? Oui. Mais pour les gens qui écoutent ça, vous avez d'autres options que juste les dildos. Alors, l'affaire qui est bon de Eros et compagnie, c'est que ça vient chez vous discrètement. Personne ne va savoir qu'est-ce que vous avez acheté. Vos voisins ne vont pas savoir. Il n'y a même pas de logo ni de nom de Eros et compagnie. Ils utilisent un autre nom pour que vous avez du respect de vos voisins. C'est pas tout le monde qui veut que leurs voisins voient des dildos. J'imagine, Poseidon, tu sais. Ou du lube ou n'importe quoi. Moi, je spécifie qu'ils mettent ça dans des boîtes transparentes. Ouais. Sinon, je ne vais rien acheter. erosetcompagnie.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande de Eros et compagnie. Eric, bienvenue au Frenchcast. Merci beaucoup de m'accueillir. Puis, je savais pas, mais tu viens de me dire ça, mais je pense que c'est la première entrevue que tu fais après ton petite crise cardiaque. J'ai fait un infarctus le 6 décembre au soir dernier. Puis là, j'ai pris quelques semaines de convalescence depuis ce temps-là. Mais oui, c'est ça. Là, tranquillement, je recommence mes activités professionnelles. Mais je suis pas physiquement, je suis très bien. Mais en fait, ça a duré 24 heures que j'étais vraiment pas bien. Mais il faut quand même donner du temps au temps. Puis c'est un coup majeur pour ton corps. Fait que c'est important de prendre un peu de répit. Puis c'est ce que j'ai fait pendant le temps des fêtes. Puis on ne sait pas encore c'était quoi la cause exacte? Ben écoute, un infarctus, il y a plusieurs causes. Évidemment, j'ai pas le prototype. J'ai pas l'âge pour faire un infarctus. J'ai pas j'ai le poids santé. Normalement, je suis pas dans la catégorie à risque. Je m'entraîne. Je suis pas quelqu'un qui est inactif. Je fume pas. Je me drogue pas. Je consomme pas d'alcool en quantité importante. Donc il n'y a aucune cause à ce niveau-là. Les seuls facteurs qui pourraient expliquer pourquoi ça m'est arrivé, il y en a deux. La première, c'est le stress. Puis évidemment, j'ai un job qui est un peu stressant. Vous pouvez vous douter pourquoi. Et deuxièmement, il y a aussi l'élément génétique, particulièrement du côté de ma mère. Il y a eu des gens qui ont eu des crises cardiaques. Puis j'avais un cholestérol qui était limite. Ça, je le savais depuis longtemps. Au Québec, on est nombreux d'ailleurs à avoir un cholestérol génétique là, élevé. Et donc, ça, je le savais. Mais même la cardiologue me disait, je t'aurais rencontré la veille, puis avec ton niveau de cholestérol, puis je t'aurais dit tes limites, mais je pense qu'il ne faut pas te médicamenter. C'était pas... Donc, j'étais pas un prototype là, normal pour un arrêt cardiaque, mais ça m'est quand même arrivé. Puis, la crise cardiaque, ce qui est choquant, c'est que c'est foudroyant. Ça arrive en l'espace de quelques secondes. Moi, tout allait bien. Là, écoute, la journée même où c'est arrivé, j'étais allé au gym. J'étais allé m'entraîner. J'ai été sur le tapis roulant, comme je fais tout le temps, pour juste me réchauffer au départ. Je suis quelqu'un qui court. Là. J'ai couru 12 marathons dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui est sédentaire. Donc, j'ai couru un peu, puis j'avais comme une douleur un peu au sternum en courant. Puis je venais de dîner, fait que je pensais que j'avais pas laissé assez de temps. Tu sais, des fois, ça arrive, on laisse pas assez de temps entre le repas puis l'entraînement. Puis je disais, je vais faire juste de la musculation aujourd'hui, je ne ferai pas de cardio. Et c'est ce que j'ai fait. Et le soir, à 10h, j'étais pas actif. Là, tu sais, les gens qui pensent que c'est quand on pèle, ou quand on court, ou quand on fait de l'activité. Là, moi, j'étais totalement inactif. J'étais couché. Je venais de me coucher. Il était 10h le soir. Et là, ça m'a pris une boule de feu en plein cœur de l'estomac. Et je pensais au début même que c'était une indigestion. Mon chum m'a donné 2 antiacides. Ça n'a eu aucun impact.
Et puis là, c'est important que les gens sachent ça. Si jamais ça vous arrive, là, je vous le souhaite pas à personne. Là, mais... Ouais, tu ressens quoi? Ben écoute, moi, j'ai ressenti une boule de feu à la hauteur du sternum, OK? Fait que c'est pas dans le ventre, là. C'est vraiment plus haut un peu dans la cage thoracique. Et ça devient de plus en plus fort. Puis à un moment donné, t'es plus capable de t'endurer. Puis là, parce que j'avais de la douleur, puis je me plaignais, mon conjoint m'a donné 2 aspirines pour combattre la douleur. Puis ces 2 aspirines-là m'ont potentiellement sauvé la vie parce que l'aspirine, c'est quelque chose qui éclaircit le sang. Puis étant donné qu'à ce moment-là, je ne le savais pas, maintenant je le sais, j'avais 3 artères du cœur qui étaient bloquées. Ça a permis de passer une partie du sang qui a pu se rendre au cœur puis qui m'a potentiellement fait survivre jusqu'à ce que je sois pris en charge à l'hôpital quelques minutes plus tard. Donc, puis après, la douleur épouvantable, puis c'est là que j'ai réalisé que c'était pas du tout une indigestion puis qu'il fallait que je m'en aille à l'hôpital. Je suis devenu tout engourdi, particulièrement du côté gauche. Et là, je me suis douté que c'était cardiaque. Puis là, je me suis rendu à l'hôpital instantanément. Puis tu es à Québec, l'hôpital? Non, j'étais à ce moment-là à Laval. Okay. Et je me suis rendu à l'hôpital Cité de la Santé. Puis c'est là où ils m'ont pris en charge. Dès que j'arrive, là, au Québec, là, on a des heures d'attente quand on va à l'urgence. Là, c'est bon que tu n'es pas à Montréal. Mais quand vous arrivez et que vous êtes en arrêt cardiaque, là, je peux vous dire que vous passez très rapidement. Ils ont fait un électrocardiogramme tout de suite. Ils ont vu que mon cœur ne battait pas normalement. Et là, on m'a donné les soins là, que j'avais besoin. Puis dans les heures qui ont suivi, j'ai eu une intervention chirurgicale. Il faut en parler un peu parce que ça ressemble un peu à un studio comme ici, là. Juste pour vous donner une idée de ce que ça a l'air, là, ils m'ont transporté dans une salle d'opération là, où il y a une table qui ressemble un peu à celle-ci. D'un côté, c'est des écrans géants. Là. Et de l'autre côté, tu as les infirmières, puis tu as les médecins. Et là, ils m'ont tout expliqué avant. Ils m'avaient injecté de l'iode pour que le cœur, pour qu'on voit sur l'écran tous les détails. Et là, le médecin, je ne sais pas si c'est parce qu'il me connaissait ou parce qu'ils font ça avec tous les patients, mais moi, je suis resté conscient tout le long, puis il m'a expliqué chacune des étapes. Donc, il m'expliquait, il me montrait à l'écran ce qui se passait. Là, ils m'ont percé un trou dans le poignet, ils m'ont rentré des tubes avec des caméras. Et là, ils ont rentré des espèces de ballons dans les artères qui étaient bloquées. Et là, ils gonflaient les ballons. Puis quand ils gonflaient les ballons, je ressentais encore cette douleur-là parce que là, ils arrêtaient la circulation du sang. Puis là, il dégonflait le ballon et là, il mettait une espèce de petit tube en métal, un tuteur, pour pas que mes artères referment. Et ils en ont mis 3. J'avais 3 artères de bloquées. Alors, c'est pas qu'il y avait quelque chose qui les bloquait, c'est vraiment que tes artères fermées. Oui, c'est parce que, tu sais, en fait, c'est comme des petits dépôts graisseux qui, au fil du temps, s'accumulent. Hein. C'est ça, le cholestérol là, qui est mauvais. Puis, à force de s'accumuler, à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile pour le sang de circuler. Puis pour toutes sortes de raisons, des fois, il y a des parties qui décollent ou il y a toutes sortes de trucs qui se passent. Puis dès qu'il y en a un qui bloque, mais ça a un effet sur l'autre parce que l'autre, il y a encore plus de sang qui essaie de passer, fait que ça risque encore plus de bloquer, puis ainsi de suite. Il y a un effet domino. Fait que tout ça pour dire que c'est arrivé, à un moment donné, il y a comme un alignement des planètes qui se fait, puis c'est à ce moment-là que ça bloque. Fait que là, maintenant, ils m'ont installé ces tuteurs-là, donc j'ai beaucoup moins de risques. D'abord, je suis médicamenté, donc mon cholestérol est très, très faible. Deuxièmement, mes artères sont ouvertes, puis ça va être beaucoup plus difficile de les refermer. Puis troisièmement, j'ai un suivi médical. Donc, les probabilités que moi, je meure d'un arrêt cardiaque sont moins élevées aujourd'hui qu'à peu près la moyenne du monde. Là. Donc, j'ai plus de chances de mourir de plein d'autres choses. Je vais mourir de d'autres choses que du cœur. Mais sur le coup, la première crise cardiaque, là, c'est toujours la plus fatale, la plus dangereuse. Et donc, ça a été tout un choc. Mais comme je te dis, écoute, 72 heures après, à l'hôpital, ils m'ont passé une échographie. Comme avec les femmes enceintes, là, avec le gel, là, puis ils regardent ton cœur. Puis la cardiologue n'était même pas capable de voir s'il y avait une partie du cœur qui ne répondait pas correctement. Tu sais, mon cœur était déjà très bien. Fait que la récupération s'est faite très rapidement. Puis aujourd'hui, je me sens aussi bien, sinon mieux qu'avant, mais j'y vais quand même tranquillement. Je n'ai pas commencé à me réentraîner full. Là, je marche avec mon chien, j'essaie de marcher. Relax, calme-toi un peu. 10-15 000 pas par jour maximum. Puis je fais pas de course, je fais pas trop d'efforts, je fais pas de musculation encore, mais j'ai l'intention de recommencer dans les prochaines semaines. Je suis heureux que ça va bien maintenant. Bien, merci. Puis c'est bon que tu as dit ça parce qu'il y a plein de gens comme lui, ils ne savaient pas où ça fait mal quand tu as une crise cardiaque. Alors, c'est dans le sternum, tu as dit. Puis après, ton bras, tu avais mal au bras, c'est ça? Oui, le bras engourdi. Mais j'ai su aussi, parce que les maladies cardiaques, là, ça, c'est une autre affaire que j'ai appris, c'est beaucoup une affaire d'hommes. Hein? Il y a peu de femmes par rapport aux hommes qui font des arrêts cardiaques. C'est le boys club. C'est un boys club, c'est ça. Fait que les filles, souvent, même, il y en a qui vont ressentir des douleurs dans le dos.
Quand ils ont une crise cardiaque? Oui. OK, ça peut passer par le dos. Puis il y en a que c'est les deux bras. Il y en a que c'est un peu différent, mais moi, vraiment, là, je peux vous donner mon témoignage. Moi, c'était vraiment au sternum. Parce que j'avais toujours vu, tu sais, dans les films, on voit toujours quelqu'un qui se prend le côté gauche. Ouais. Moi, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé vraiment au centre. Donc, si jamais c'est dans la région, là, inquiétez-vous. Puis, tu sais, ça coûte rien, là, aller faire un électrocardiogramme, là, ça prend 2 minutes, puis vous allez être assuré, là. Puis, s'il vous arrive quelque chose pour vrai, si vous êtes à l'hôpital ou si vous êtes dans une ambulance, il y a pas mal moins de chances que ça soit fatal pour vous, là. C'est bon que tu as dit ça. Je pense qu'ils vont apprendre quelque chose. Il faut consulter un professionnel si jamais vous avez des... C'est pas normal d'avoir des douleurs dans cette région-là du corps, là. Moi, j'ai des douleurs maintenant, mais c'est à cause qu'on parle de ça. Okay. Et ça m'inquiète. Mais c'est drôle, là, quand on y pense trop, ça picote. Hein, c'est psychologique. J'ai mal au ventre aussi maintenant, c'est trop pour moi. C'est pour ça que moi, la dernière fois, j'ai paniqué, tu te rappelles? Oui, il est allé à l'hôpital, puis je lui avais dit, c'est rien, c'est juste tes muscles. Lui, il pensait que c'est une crise cardiaque. Alors, il a dit que c'était il faisait... Non, lui, il savait que c'était pas vrai, mais il disait, ouais, j'ai une crise cardiaque, j'ai mal au bras, tout ça. Alors, ils ont pris immédiatement, ils ont checké tout, puis ils ont dit, fuck, c'est juste un menteur. Juste un gros menteur. Alors, ça, faites pas ça. Faites pas ça, non, on n'a pas besoin de ça. Mais, Rick, si beaucoup de monde me parle à propos de la différence entre les conservateurs fédéraux et provinciaux, oui. C'est-tu deux groupes complètement différents? Vous n'avez pas de relation du tout? Bien, d'abord, on a le nom en commun quand même, il faut dire ça. Puis si on a un nom en commun, c'est parce qu'on a des idées en commun aussi. Il n'y a pas de lien organique, c'est-à-dire qu'on n'est pas la succursale de ou le parti frère, où il n'y a pas de lien direct au niveau des structures. Mais au niveau des idées, vous comprenez qu'on a beaucoup de choses en commun. Puis moi, quand je suis arrivé chef du Parti conservateur du Québec, il y avait les sénateurs conservateurs à Ottawa qui m'ont aidé. À notre dernier conseil général, c'est même Léo Saka, c'est un sénateur conservateur important au Québec qui est venu faire un discours pour nous appuyer puis nous motiver. Donc, il y a certains liens. Pierre Poilievre, personnellement, c'est un ami de très longue date. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, que j'ai appuyé au leadership du Parti conservateur du Canada. Moi, personnellement, je suis membre du Parti conservateur du Canada. Je vais voter pour Pierre Poilievre aux prochaines élections. Mais tous les membres du parti sont libres de voter pour qui ils veulent. Mais en même temps, si tu es conservateur puis tu crois vraiment qu'il faut éliminer le déficit, réduire la dette, réduire la taille de l'État, permettre du privé en santé, développer nos ressources naturelles au Québec. Je suis d'accord avec tout ça. Ben, tu peux pas voter beaucoup pour le NPD à Ottawa, là, ou le Bloc québécois. Il y a quelque chose qui est un peu incompatible, là. Donc, c'est pour ça que l'écrasante majorité de nos militants, de nos membres, de nos sympathisants, c'est des vases communicants. Puis toi, tout ce que je sais sur toi, tu es un gars très calme, le monde qui te connaît, qui me parle de toi. C'est il est très cool, il est très chill, tout ça. Mais je pense qu'au Québec, à cause des politiques, c'est vraiment, on essaie de toujours mettre des chefs de parti dans une lumière que c'est des fous, c'est des complotistes et tout ça. Toi, comment est-ce que tu vis ça ici au Québec, que tu peux pratiquement rien dire? Ils vont essayer de transformer ça en quelque chose de controversé quand c'est des propos normaux des fois. Bien, d'abord, si c'était juste des médias traditionnels, j'existerais pas politiquement. OK. Il faut dire ça, là, c'est important. Moi, quand je suis devenu chef du Parti conservateur du Québec, il y a près de 4 ans déjà, le parti était à 1 % puis on avait 400 membres. Il n'y a aucun média qui a couvert ma course au leadership. Il y avait eu un article dans Le Devoir quand 3 sénateurs à Ottawa conservateurs m'ont appuyé. C'est la seule mention d'un média traditionnel. Puis à la fin du leadership du parti, il y avait plus de membres au Parti conservateur du Québec qu'à la CAQ ou que n'importe quel autre parti politique au Québec. Aucun média n'avait parlé. Fait que si c'était les médias traditionnels qui décidaient, j'existerais pas. Donc, je pense que c'est important de leur parler. J'ai déjà moi-même eu une carrière dans les médias traditionnels. Je respecte les gens qui travaillent dans les médias traditionnels. Cela étant dit, je comprends que mon rôle en tant que chef du Parti conservateur, c'est pas de leur plaire et que c'est pas eux qui décident si on existe ou non. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. C'est pour ça que je suis probablement celui qui fait le plus de podcasts comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je suis celui qui s'exprime le plus sur les réseaux sociaux. Je suis celui qui fait le plus de tournées des régions, qui va parler directement aux gens dans les régions ou même via leurs médias locaux. Donc, on fait de la politique différemment. Et c'est justement parce que l'image qui est souvent projetée dans les médias traditionnels est faussée. Puis ça explique peut-être aussi pourquoi il y a un aussi gros écart générationnel. On n'a jamais vu ça au Québec. Hein? Habituellement, la division politique au Québec était entre les anglophones et les francophones. Les anglophones votaient libéral, les francophones étaient plus souverainistes. Là, on voit de plus en plus une division générationnelle.
si tu es en bas de 50 ans, les probabilités que tu sois conservateur sont très, très élevées. Puis si tu as au-dessus de 65 ans, les possibilités que tu le sois sont à peu près nulles. Puis ça, tu regardes qu'est-ce que ces gens-là consomment comme médias. Et là, ça répond en grande partie à ta question du départ. Ces médias traditionnels-là, c'est sûr qu'ils me dépeignent sous un profil. Quand ils parlent de nous, et c'est souvent négatif. C'est vrai, honnêtement, de qu'est-ce que je vois de eux avant de te parler ou de parler à quelqu'un, c'est comme si tu votes conservateur, c'est l'enfer, on retourne à un autre temps, c'est des homophobes, c'est les choses les plus pires. Puis quand je parle à quelqu'un qui fait partie du groupe, c'est vraiment, écoute, on veut plus d'autonomie pour la personne, moins d'impôts, toutes les choses que moi, puis je pense que les personnes qui travaillent, puis les personnes rationnelles devraient être pour. C'est une grande différence entre qu'est-ce que vous disiez puis qu'est-ce que les médias traditionnels essaient de dire que vous disiez. C'est très intéressant de voir ça. Ça déforme ce qu'on pense ou ce qu'on dit et puis ça explique un paquet d'affaires ensuite quand tu regardes comment les gens votent en fonction du profil sociodémographique. Ils ont peur. Et ils ont peur. Puis tu sais, c'est le drame. Là, la peur, c'est un mauvais conseil en politique souvent. Hein? Et malheureusement, ça carbure. Il y a beaucoup de gens qui carburent à la peur. Et il faut travailler pour le long terme. Tu sais, moi, je ne suis pas là pour la prochaine élection, je suis là pour la prochaine génération. Quand tu vas en politique, tu sais, d'ailleurs, je l'avais dit la première journée où j'ai annoncé ma candidature, je m'en vais pas là pour la prochaine élection. Là. Je vais faire au moins 10 ans. Mon conjoint et moi, on avait dit on va consacrer au moins une décennie à la cause publique. Puis j'ai l'intention de continuer. Puis je pense que ça va payer à terme. Les gens voient qu'on n'est pas là pour faire un stunt, on n'est pas là pour une élection. On n'a même pas élu de député à la dernière élection, puis je suis encore là parce qu'on croit en nos idées. C'est la force de nos idées qui nous fait avancer. C'est pas de l'opportunisme, c'est parce qu'on aime le Québec, parce qu'on voit que ce qui se passe au Québec ne fonctionne pas, qu'on veut changer les choses. Puis j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord avec nous. Puis il n'y a aucune personne sur les 125 à l'Assemblée nationale qui dise un mot de ce qu'on pense. Tu sais, je vais te prendre un exemple très, très actuel de ce qui se passe dans les dernières heures. Là. Ouais. Ce qui vient de se passer avec Amazon, OK? Amazon vient d'annoncer qu'il quitte le Québec. J'ai quelque chose à dire à propos de ça. Ouais. 3500 travailleurs vont perdre leur emploi au cours des prochains jours. C'est énorme, 3500 emplois. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Mais la deuxième mauvaise nouvelle, qui, quant à moi, est encore pire, c'est la réputation économique du Québec qui en sort lourdement entachée. Parce que Amazon, là, ils sont partout sur la planète. Vous êtes dans la jungle, en Amazonie, puis vous pouvez vous faire justement livrer n'importe quoi d'Amazon. Là. Vous êtes n'importe où, ou à peu près en Asie, puis vous pouvez recevoir quelque chose. Vous êtes en Corée du Nord, à Cuba. Là, oubliez ça, par exemple. Les deux pays où ils font aucunement affaire, c'est ceux-là. Puis là, nous autres, évidemment, au Québec, on va pouvoir continuer à commander sur Amazon. C'est juste que c'est pas eux qui vont nous le livrer. Mais c'est pas grave. Ça envoie le message qu'au Québec, les gens qui veulent réussir, les entrepreneurs, les investisseurs ne sont pas bienvenus. Nos lois protègent les syndicats au détriment de l'efficacité puis du bon marché pour le consommateur. Et c'est ça le message qui est dangereux, qui vient d'être envoyé par Amazon. Et moi, j'ai peur de l'avenir quand je vois ça. Puis moi, je veux que nos lois soient plus équilibrées au Québec puis qu'on puisse justement avoir toutes les entreprises qui sont bienvenues pour faire des affaires, puis tous les travailleurs qui peuvent conserver leur emploi. Parce que les 3500 travailleurs, là, ça a été des cobayes. Les syndicats sont venus ici, ils savaient ce qu'ils faisaient à l'usine de Laval quand ils ont décidé des syndiqués. Ils ont pris la province où les lois étaient les plus pro-syndicats, puis ils ont essayé de faire casser un géant. Mais c'est pas le géant qui a cassé, c'est les 3500 travailleurs qui se ramassent le cul à la paille un matin. J'en ai vu des vidéos ce matin à propos de ça, puis j'étais un peu inquiète parce que j'ai vu des jeunes qui faisaient des vidéos sur TikTok puis sur Instagram puis ils disaient des choses comme « Oh, ça c'est bon pour le Québec, c'est bon, les syndicats sont là pour protéger les gens, alors fuck Amazon. » Puis moi j'étais comme « Fuck Amazon », comme ça c'est 3000 personnes qui viennent de perdre leur job à cause des syndicats. Que nous, on a un ami que lui est en cours à cause de son syndicat dans une autre entreprise, que le syndicat ne protégeait même pas les employés, c'était vraiment avec. Alors, je vois plein de choses que les syndicats font de mal ici. Puis ça, c'est un grand exemple de, on est prêt à dire, parce que le nom de syndicats, de unions, c'est supposé de protéger les gens, que n'importe qu'est-ce qu'ils font à cause du nom, on doit être avec eux. Mais il y a des situations comme qu'est-ce qu'on voit maintenant avec Amazon, que c'est le pire affaire, c'est la pire affaire de qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Ça nous rend nulle part. Ça, c'est 3000 personnes qui ont besoin de l'aide maintenant financièrement. Ils doivent trouver d'autres jobs. On n'a pas vraiment beaucoup d'entreprises, des nouvelles entreprises qui ouvrent au Québec pour les aider.
c'est grave, mais moi, je suis inquiète à cause de cette perception que si c'est un syndicat qui a dit quelque chose, ça doit être bon, puis on n'a pas le temps, puis on n'a pas le pouvoir de regarder ça, puis faire un petit débat de c'est-tu vraiment bon ou non? Puis moi, je suis inquiète pour ça parce que je suis aux États-Unis, ça fait quelques jours, je suis allé pour l'inauguration. C'est un monde complètement différent quand ça vient aux entreprises, puis l'autonomie de la personne, puis tout ça. Puis nous, on les critique beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un peu ridicule avec les syndicats. Puis, tu sais, partout dans le monde, là, les gens se battent pour qu'Amazon vienne chez eux. Tout le monde va avoir des centres. Amazon, c'est juste un exemple. C'est un exemple, mais c'est un exemple qui vient de nous arriver et de nous sauter d'en face au Québec. C'est pas le seul. Là. Rappelez-vous du Walmart au Saguenay qui voulait être le premier à être syndiqué ou le premier McDo qu'on voulait syndiquer. Pourquoi c'est toujours au Québec qu'on veut être les premiers au niveau du syndicat? Parce qu'on a les lois les plus anti-investisseurs, anti-entrepreneurs. On a un paquet de lois et de règlements au Québec qui empestent la vie de ceux qui veulent développer puis veulent faire avancer l'économie. Je pourrais parler de la loi 96, puis je pourrais te parler des lois linguistiques qui vont dans le même sens. Il y a beaucoup d'entreprises présentement qui décident, puis c'est subtil, là, ces entreprises-là, ils font pas des conférences de presse pour annoncer qu'ils vont investir 50 millions la semaine prochaine, puis qu'ils ont décidé de le faire ailleurs parce qu'au Québec, la loi 96 ou la loi XYZ ou les lois du travail sont trop restrictives, puis ils ont décidé d'aller de le faire dans une législation qui est plus ouverte puis qui est plus pro-business. Ils font. À tous les jours, puis c'est comme ça que l'économie du Québec prend du retard. C'est pour ça que les Québécois, per capita, on est plus pauvres que la moyenne des Canadiens ou des Américains. Pourquoi on ne le voit pas? Ben parce qu'on a un gouvernement qui nous dit qu'on a le meilleur système au monde, parce qu'on a une population francophone qui n'est pas toujours au courant. Puis c'est correct, là, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe chez nos voisins parce qu'on a une barrière linguistique et on se fait endormir par des syndicats puis par des politiciens. Il n'y a pas un député sur 125 à l'Assemblée nationale qui était assez intelligent cette semaine qui va se lever puis qui va demander au premier ministre comment ça se fait, qu'est-ce qui va changer les lois du travail au Québec pour qu'on soit comme dans le reste du Canada, pour pas que les syndicats puissent plus facilement rentrer dans des entreprises contre la volonté des travailleurs puis contre la volonté des entrepreneurs. Il y a personne, parce que ça, c'est un tabou. Ils veulent pas se mettre les syndicats à dos, ils veulent pas se mettre la classe politique à dos. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt ici au Québec d'en parler de ça? Au moins avoir une discussion contre les syndicats? Parce que c'est une perception, puis je pense que c'est en train de changer, là, mais historiquement, ça signifiait l'arrêt de mort politique de quelqu'un qui avait le courage de le dire. Tu vois ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est contre la démocratie, je trouve. Ben oui. Si tu as un segment de la population qui n'a pas le droit de parler d'eux ou de les confronter. Il y a 530 000 Québécois qui ont voté conservateur à la dernière élection. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec qu'un aussi important nombre de Québécois ait aucun représentant sur 125 à l'Assemblée nationale. C'est la plus grosse distorsion démocratique de l'histoire. Et quand il arrive des sujets comme ceux-là, c'est là où ça paraît. Ça paraît qu'il n'y a personne qui se lève pour dire « You, ça n'a pas de sens ». Je vais te donner un autre exemple très, très actuel avec ce qui se passe avec la guerre tarifaire avec nos voisins du Sud. Ouais. On est le seul parti qui, depuis des années, dit qu'il faut exploiter notre gaz naturel. Le Québec dort sur la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde. On a décidé d'être 100% dépendant du gaz naturel qui vient de l'extérieur du Québec, dont plus du tiers vient des États-Unis, avec le fracking en Pennsylvanie. Ouais. Donc, on dépend de leur énergie, même si on en a plus qu'eux, même si on a un savoir-faire, même si on a le territoire. On a tout là, pour... On a un premier ministre qui a écrit un livre avec un chapitre complet pour dire qu'il voulait faire du Québec la Norvège du Nord en exploitant nos hydrocarbures. Il est arrivé au pouvoir, il a adopté une loi pour empêcher toute forme d'exploration ou d'exploitation du gaz naturel au Québec. Il a fait un virage à 180. Il a fait exactement le contraire de ça pourquoi moi et plusieurs autres avions voté en 2018. Et pourquoi ça? C'est ça la question. Pourquoi? C'est toujours la même affaire. Pour pas déplaire aux environnementalistes, pour pas déplaire aux médias de Montréal, pour pas déplaire à la classe politique. C'est toujours la même petite clique qui étouffe le Québec. Puis dans nos régions, là, ça serait profitable, nous autres aussi, qu'on ait des jobs à 200 000 $ dans l'industrie du gaz. Puis aujourd'hui, là, si le Québec était autonome en matière énergétique, puis si on avait été de l'avant, puis un autre projet, là, le projet GNL Québec au Saguenay, 15 milliards qu'on aurait pu investir au Saguenay, auquel la CAQ avait dit oui, puis finalement, ils ont dit non. Si on acceptait d'avoir des pipelines qui viennent de l'Ouest pour justement désenclaver l'Alberta, pour permettre l'exploitation du pétrole canadien à l'étranger plutôt que juste aux États-Unis, toutes ces décisions-là feraient que les Américains,
il y aurait beaucoup moins envie de nous imposer des tarifs, puis on serait beaucoup plus autonome parce que l'énergie, c'est stratégique dans une guerre. Ouais. Puis moi, je suis pas dans un esprit de guerre que les Américains, c'est notre meilleur partenaire à peu près à tous les niveaux. Sauf qu'à partir du moment où le gouvernement américain décide d'aller dans une direction différente, ben on n'est jamais si bien servi que par soi-même, puis ça commence avec notre énergie. Puis aujourd'hui, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale qui sont contre toute forme d'exploitation du gaz naturel au Québec, alors que la majorité des Québécois est favorable, alors que 530 000 personnes ont voté pour un parti qui était pour, puis on n'a pas de voix à l'Assemblée nationale. Tu sais, la distorsion démocratique, là, c'est pas juste me faire plaisir pour qu'on ait quelques personnes qui aient un salaire de député, là. C'est pour que cette voix-là se fasse entendre là où les décisions se prennent au Québec. Mais on peut pas vraiment changer. On peut-tu changer le format du gouvernement qu'on a ici? Parce que si tu n'es pas élu dans ta région, même si tu as tous ces votes-là, tu peux rien faire. C'est vrai, c'est très bizarre. C'est le système qu'on a choisi. Mais je vois, parce que je me souviens de, tu sais, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il a refusé de faire le sermon pour le roi, que moi, j'étais cool avec ça, tu peux changer des choses. Ça se peut. Alors peut-être qu'on a un format qu'on doit discuter. Poseidon, t'as-tu commandé quelque chose de nouveau de nos amis chez erossetcompagnie.com en utilisant le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais? À chaque semaine. À chaque semaine. Poseidon, c'est-tu de l'équipement? C'est-tu du lube? C'est-tu des DVD? C'est pour... Tu veux pas nous dire, c'est privé. Poseidon, nous ici, chez Eros et compagnie, parce que moi je suis l'ambassadeur d'Eros et compagnie, on a le respect pour votre vie privée. Alors, quand vous faisiez des commandes en ligne, puis vous utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais, vous n'avez pas à avoir peur si vos voisins voient qu'est-ce que vous avez commandé, parce que tout vient discrètement chez vous. C'est livré discrètement dans des boîtes très discrètes. Eros et compagnie n'est pas écrit sur la boîte, alors on ne sait pas c'est quoi. On pense que c'est juste quelque chose qui vient de Walmart ou peut-être de vos amis au Vietnam. Alors, Eros et compagnie.com, la discrétion est très importante pour nous. Eros et compagnie, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. De rabais. Écoute, ça fait des années qu'on parle de réforme du mode de scrutin. D'ailleurs, François Legault en avait promis un. Il avait dit que c'était la dernière fois, quand il a été élu premier ministre du Québec, qu'on allait voter dans le système parlementaire britannique traditionnel. Ça a été une des premières choses qu'il a renié quand il est arrivé au pouvoir. Il a décidé que, pour des raisons partisanes, il n'allait pas le faire. Puis c'est peut-être pas le premier politicien qui le faisait. Même à Ottawa, Justin Trudeau a fait la même chose. Hein. Puis quand le Trudeau a démissionné, c'est intéressant. La journée de sa démission, on lui a demandé la chose qu'il regrettait le plus de ne pas avoir fait comme premier ministre pendant ces 10 ans. Sa job, c'est ça qu'il a répondu? Puis il a dit « J'ai pas fait de réforme du mode de scrutin, j'ai pas tenu ma parole. » C'était la chose sur laquelle il regrettait le plus de ne pas avoir fait. Et il y a toutes sortes de modèles. C'était pas la manière qu'il a géré la pandémie, c'était pas ça. Pour nous autres, tout le pays, nous autres, ça aurait été ça, mais pour lui, c'était ça. Et donc, mais ça, c'est important. C'est important que la voix des gens... Puis c'est pas juste quand ça fait ton affaire, là. Tu sais, c'est facile de dire, comme moi, c'est facile de dire il faut qu'on soit représenté à l'Assemblée nationale parce que j'ai un intérêt partisan à le faire. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui, par exemple, qui a un système l'a avantagé, dire, ben moi, je suis prête à réformer le mode de scrutin pour que toutes les voix soient entendues. Tu sais, la démocratie, c'est ça. Avant d'être à gauche, à droite, souverainiste, fédéraliste, autonomiste, n'importe quoi, il faut d'abord et avant tout croire à la démocratie. Tu sais, moi, avant de faire de la politique, je suis allé au Moyen-Orient, j'ai travaillé en développement démocratique. J'ai mis ma vie en jeu en Irak. Là, j'étais là pendant la guerre. Puis je travaillais pour une ONG en développement démocratique parce qu'on organisait les élections. Puis je travaillais avec les partis politiques. Puis pour moi, c'était fondamental parce que c'est une grande civilisation. Puis c'était la dernière qui n'a pas encore la démocratie. C'est important. Pour moi, mes valeurs démocratiques, elles sont bien plus importantes que l'idéologie politique. Bien dit. Je savais pas que tu avais fait ça. C'est très dangereux de... Ouais. J'ai travaillé en Irak. Je travaillais pour une ONG qui s'appelle le National Democratic Institute et on apportait de l'aide technique là, aux partis politiques, au Parlement irakien pendant la transition. C'est drôle que toutes ces bombes n'ont pas aidé la démocratie là-bas. Ben, il y a tout ça. C'est drôle parce que quand je suis allé avec cet idéal-là, qui est tout à fait noble, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le partageaient avec moi. Mais quand tu arrives là-bas, j'ai un peu changé ma perspective, en tout cas par rapport à l'Irak, sur ces enjeux-là, parce que la démocratie, il faut que d'abord et avant tout, ça vienne des gens. Tu peux pas l'imposer. Tu peux pas arriver de l'extérieur puis vouloir implanter la démocratie. Il faut que ça vienne de l'intérieur.
Il faut qu'il y ait des rebelles à l'intérieur d'un système dictatorial ou peu importe, là, oppressif. Puis ces rebelles-là, on peut les aider, mais il faut que ça soit d'abord et avant tout les rebelles locaux qui fassent le travail. Et je pense que c'est ça qui a peut-être manqué un peu en Irak. Il y avait pas assez, on n'a peut-être pas assez aidé les rebelles, puis on a essayé trop d'implanter un modèle démocratique venu de l'extérieur. Qui n'a pas marché. Ben, je pense qu'avec le recul, il faut dire qu'effectivement, ça a été un échec de... Pas 100%, mais en grande partie. Puis toi, tu es un peu un rebelle. Je sais pas si tu as vu, j'aimerais savoir ton opinion. Hier ou avant-hier, ils ont annoncé ça qu'une école, le système d'école à Ontario, ils ont dit qu'ils ne veulent pas avoir le drapeau LGBTQ. Et c'était controversé comme opinion. Et moi, je lisais ça, puis j'étais comme... Pour moi, c'est pas controversé. Ça n'a rien à faire... Dans la manière que moi, je vois, c'est une école. Tu peux avoir le drapeau de la province puis du pays, mais... Ça finit là. Ça finit là. Je sais pas si je suis... un nazi qui je dis ça, mais c'est juste, pour moi, moi je suis grec. Si tu commences à monter le drapeau grec aux institutions fédérales ou provinciales ici, je trouverais ça très bizarre. Ça n'a rien à foutre. J'aimerais ça avoir ton opinion sur j'avais fait une sortie, il y a un autre incident aussi qui s'est produit là, avec un poste de police ici à Montréal, justement, qui avait le drapeau LGBTQ, etc. Là. D'ailleurs, c'est juste le fait qu'on n'est même pas de trouver un nom parce que c'est rendu même tellement inclusif que ça n'a aucun sens, là, parce qu'on ne sait même plus c'est quoi les lettres et qu'est-ce qu'elles signifient. Mais tu as raison, c'est pas, une institution publique n'a pas à prendre parti. Le rôle d'un gouvernement, c'est pas de discriminer, que ce soit positif ou négatif. Le rôle d'un gouvernement, c'est de se battre pour celles et ceux qui sont victimes de discrimination, oui, de dénoncer ceux et celles qui vont oppresser des gens pour toutes sortes de raisons. Mais le gouvernement n'a pas à prendre parti. Et moi, ça m'a toujours dérangé. Puis je me demande si ça jette pas de l'huile sur le feu, puis ça exacerbe pas, ça devient encore pire au niveau des tensions entre les communautés. Puis c'est ça le wokisme, le drame du wokisme. C'est qu'à force de vouloir diviser les gens les uns contre les autres, bien, on crée des guerres qui n'existaient pas. On fait qu'il y a des communautés qui vivaient une à côté de l'autre de façon pacifique depuis des années, des décennies, des siècles, puis tout d'un coup, on déclare des guerres. Ouais. Parce qu'on gratte des bobos. Puis, c'est pas... Les parents qui nous écoutent, là, sont pas homophobes. 2 secondes. Moi, je suis gay. J'ai jamais senti d'homophobie, OK? Puis peut-être que c'est arrivé... Attends, le podcast vient de commencer, attends. Tu peux être homophobe quand tu veux. Moi, ça ne m'affecte pas. Non, mais je veux dire... Il y en a des homophobes, puis il va toujours en avoir. Vouloir éliminer l'homophobie, c'est comme dire vouloir éliminer la faim dans le monde. Là. C'est un beau principe, c'est un beau vœu pieux, mais ça n'arrivera pas. L'important, on peut arriver proche avec l'éducation. C'est de tendre vers ça. C'est ça. L'important, c'est de tendre vers ça, de favoriser ça. Mais on ne peut pas imposer ça. Et c'est ça qui est le drame. Les gens qui élèvent leurs enfants, qui ont un beau-frère qui est gay, puis c'est bien correct, puis le monon qui vient avec son copain à Noël en famille, puis c'est correct, puis tout le monde est ouvert avec ça. Puis on a la chance au Québec d'être dans une des sociétés les plus tolérantes au monde. Faut le dire, ça. Mais cela étant dit, de vouloir rentrer dans la gorge des valeurs qui sont contraires aux tiennes, puis de vouloir commencer à enseigner la théorie du genre à maternelle à des enfants, là, ça ne marche plus. Ce n'est pas le rôle de l'école publique ou de la maternelle publique de l'État de permettre à des drag queens de venir lire des contes politiquement orientés avec des théories controversées à des enfants. C'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est d'instruire dans les écoles publiques. C'est pas d'endoctriner en fonction de valeurs qui ne sont pas partagées par la majorité. Puis on a sorti la religion des écoles il y a plusieurs années au Québec en disant que c'était le libre choix et que c'était les parents de décider, mais il faudrait faire la même chose au niveau des théories du genre puis de toutes les autres théories farfelues qu'on essaie de rentrer dans les écoles au nom du wokisme. Et c'est parce que c'est une autre religion, ils ont un autre pape, mais c'est le même endoctrinement qu'on essaie de rentrer dans la tête des enfants du Québec. Puis je suis convaincu que l'écrasante majorité des parents qui nous écoutent, ils ont la même préoccupation que moi. Et puis moi, je peux le dire parce que je suis gay. Parce que toi, si tu le dis, ils vont te dire que tu es homophobe ou que tu es transphobe ou que tu es je sais pas quoi phobe. Là. Mais parce que c'est ça. J'ai peur de personne. Je suis pas phobe. Mais c'est ça la force du wokisme. Ouais. C'est que c'est les gens ne s'expriment pas parce qu'ils ont peur de se faire annuler. Parce que la cancel culture, la culture de l'annulation, elle est très forte. Parce que dès que quelqu'un émet une opinion qui soit un petit peu contraire à la leur, on n'essaie pas d'argumenter pour essayer de montrer qu'il a tort et qu'ils ont raison.
ils essaient de lui faire fermer la gueule, de l'insulter, de le marginaliser puis de l'exclure du débat. Et c'est ça qui est le problème actuellement au Québec. Puis heureusement, on commence à se réveiller. On commence à se rendre compte que wow, c'est allé beaucoup trop loin. Puis je pense que c'est... comment je te dirais ça? Là, le tipping point a été atteint. Là. On a renversé la tendance et je crois qu'au cours des prochains mois, des prochaines années, on va voir que cette pensée-là va régresser. On le voit déjà avec Québec solidaire qui commence à reculer dans les sondages et je pense qu'on va le voir à grande échelle aussi, même sur les campus universitaires puis sur les écoles, on va voir cette idéologie-là reculer. Moi, je pense que ça va venir de la communauté, comme tu as dit, parce que moi, j'ai des amis qui sont des drag queens. Puis à chaque discussion, au début, quand c'était tout un débat, ils me disaient comme c'est ridicule, c'est pas une représentation des drag queens. Moi, je veux rien savoir des enfants ou des écoles. Moi, je fais mon art, comme moi. Avec des adultes qui boivent puis qui saoulent d'un bar le soir puis qui rient. C'est ça, c'était mais ça. Comme moi, mon stand-up, c'est pour la nuit, pour des adultes dans un bar, dans une comedy club. C'est pas pour des enfants. Non, si tu m'invites à une garderie, je vais être comme c'est pas pour eux. C'est vraiment pas pour ça que je fais ça. Alors, non, c'est intéressant, mais moi, je suis quelqu'un que... moi, j'aime la vérité, puis j'aime l'ordre, puis j'aime, quand ça vient pour le gouvernement, de la transparence. Alors, j'aime pas l'idée de bullier quelqu'un parce que t'aimes pas son idée. Juste, on peut avoir une discussion. C'est juste une discussion, mais je vois qu'à chaque fois que ça monte, une discussion, peut-être c'est pas bon pour les enfants de faire ça. Ou ça devient, comme tu as dit, tu es une phobe, tu es ça, tu es une nazi. Et là, tu peux pas avoir un argument parce que les nouvelles vont être comme, tu sais, Eric a discuté avec un nazi. Alors là, tu perds l'humanité de la personne. C'est comme tu les élimines. Alors, tu n'as pas besoin d'écouter leurs propos. Et ça, c'est très dangereux. C'est pas démocratique. C'est pas une société ouverte, ça. On s'enferme, mais je vois que ça change un peu. Mais je veux pas que ça tourne complètement extrême de l'autre côté non plus. C'est intéressant ce que tu dis parce que les woke, la gauche en général, là, ils se disent pour la diversité. Hein? C'est pas divers, ça. Puis c'est les gens qui nuisent le plus à la diversité d'opinion dans notre société. Ouais, c'est drôle, hein? C'est très paradoxal. C'est très contradictoire, en fait. Ils essaient de parler de diversité alors qu'ils veulent qu'on pense tous pareil. Ouais. Je vois ça, puis ça m'énerve. Puis tu sais, tu parlais de l'humour. Là. Moi, ça m'inquiète de voir qu'on veut de plus en plus censurer des humoristes. Puis pourquoi on en est rendu là? Parce que quand ils ont censuré les politiciens, on n'a rien dit. Puis aujourd'hui, c'est rendu les humoristes. Puis quand ils vont censurer les humoristes, ça va être le citoyen qui va être censuré. C'est comme un rouleau compresseur, cette affaire-là. Fait que on a, tu sais, la censure, quand elle s'implante quelque part, ben, elle prend de plus en plus d'ampleur. Puis les humoristes sont pas c'est pas la première rangée, là. C'est des gens comme moi, là. C'est les gens qui sont politiques, les figures publiques, les commentateurs, etc. Mais à partir du moment où eux sont obligés de se censurer, bien, la prochaine étape, c'est que même l'humour, on commence à le censurer. Puis au Québec, on est rendu là. Et ça m'inquiète beaucoup. C'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai vu des commentaires des Québécois à propos de la décision de Trump qui a dit, écoute, on doit enlever la censure. Le gouvernement ne peut plus avoir le droit de censurer les propos en ligne et tout ça. Ça n'a rien à faire avec la démocratie. Puis j'ai vu des commentaires des Québécois qui étaient contre ça. Puis, ça c'est faux. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ils étaient pour la censure. Puis je trouvais ça un peu bizarre parce que nous, comme tu avais dit, on est quand même une société assez libre puis ouverte au Québec. Puis c'est une contradiction de dire on est ouvert, mais je veux que le gouvernement te censure. Mais non, t'es pas ouvert alors? Ça a été une des dérapes beaucoup du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Hein, ça a commencé là. Oui, lui, il fait ça beaucoup. Il aimait beaucoup ça, censurer l'Internet, puis il voulait jouer là-dedans. Puis même Legault au Québec l'a fait aussi. Puis rappelez-vous, puis ça a commencé, le point de départ, il faut se le dire, là, j'aime pas ça parler de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, mais c'est là que ça a parti. Là. Ils ont eu un prétexte pour empiéter puis faire un paquet de choses qui, en temps normal, d'une société démocratique, est totalement inacceptable. Hein, restreindre la liberté d'expression, la liberté de déplacement, la liberté... Travailler puis faire de l'argent. La transparence sur ce qu'on fait avec votre argent, 17 milliards de contrats donnés sans appel d'offres. Je veux dire, ils ont utilisé tous les leviers de l'État, l'emprise des médias, le contrôle du message, l'Assemblée nationale. Hein, ils ont suspendu les travaux, ils ont géré par décret. À tous les niveaux, tous les piliers de la démocratie se sont tous effondrés au nom d'une urgence sanitaire. Et malheureusement, il y a une classe politique qui a comme pris goût à ça. Et qui là, aujourd'hui, là, je le voyais même récemment, François Legault disait «
ah ben là, on va gérer la crise des tarifs de la même façon qu'on a géré la crise de la COVID. Là, on va commencer à distribuer des subventions aux entreprises. Et donc, ils n'ont rien appris, ils n'ont rien compris. Puis, tu sais, l'autre affaire, l'opposition. Puis là, c'est là que ça m'affecte moi parce que, rappelez-vous, pendant la crise sanitaire au Québec, il n'y avait aucune opposition à l'Assemblée nationale. Il y a eu une députée qui s'est jointe à moi, Claire Sanson, puis on était la seule voix à l'Assemblée nationale pour dire que ça n'avait pas de sens ce qu'ils étaient en train de faire. Puis aujourd'hui, il y a peu de gens qui s'en souviennent ou qui le rappellent. Mais on avait raison sur plusieurs des sujets qu'on a soulevés. Hein, il y a eu beaucoup de dérapages qui ont été faits. Pendant que j'étais à l'hôpital, justement, pour ma crise cardiaque, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires qui sont venus me voir pour me remercier, me dire « Éric, moi, j'ai perdu mon emploi. » J'ai même une infirmière qui m'a expliqué qu'elle avait perdu sa maison parce qu'ils l'ont empêchée de travailler et elle n'avait pas le droit au chômage. On a fait souffrir des gens. Puis alors que, puis François Legault, rappelez-vous, qui disait « Je me ferais pas soigner par une infirmière non vaccinée. » Il avait dit ça, hein? Il avait dit ça publiquement. Puis quelques mois plus tard, ils étaient rendus que même les infirmières qui avaient la COVID, ils les faisaient rentrer obligatoirement puis ils étaient obligés de faire le shift. Fait que là, tu te dis, toute cette mascarade-là, aujourd'hui, il n'y a personne qui s'excuse pour ce qui a été fait. Il n'y a pas eu d'évaluation de fait, il n'y a pas eu de commission d'enquête, il n'y a pas eu de sanctions contre celles et ceux qui ont pris les mauvaises décisions, qui n'ont pas analysé ça froidement, qui ont suspendu le débat démocratique. Et puis, moi, je répète ça aujourd'hui, c'est pas pour essayer de vous convaincre de ce qui s'est passé il y a 3 ans, si c'était bon ou pas, là. C'est pour vous dire, méfiez-vous des politiciens, y compris de moi. Faites-vous votre propre opinion, OK? Puis ne laissez jamais tomber les principes fondamentaux d'une société libre. On a fait une grave erreur il y a 3 ans, puis ne la répétons jamais plus. Puis c'est pas à cause d'une guerre tarifaire avec les États-Unis ou c'est pas à cause de la crise climatique anticipée qu'on peut permettre de suspendre vos libertés fondamentales. Continuez, croyez d'abord et avant tout en vos libertés. Puis si on va pouvoir faire face aux tarifs de Trump, puis si on va pouvoir faire face à la crise climatique, puis si on peut faire face à une autre crise sanitaire, c'est parce qu'on a des piliers démocratiques fondamentaux, importants, puis qu'on doit nourrir, puis qu'on doit chérir au Québec. Puis c'est ça le message le plus important. Il ne faut plus jamais se laisser endormir par une classe politique puis dire que la démocratie, c'est pas important parce qu'on est en urgence. Non, je suis avec toi à 100%. Puis à propos des tarifs de Trump, oui. J'ai vu quelque chose la semaine passée avec nos politiciens qui m'énervent. Quand j'étais à Washington, oui. Puis ils avaient discuté ça un peu, puis je parlais aux gens de ce qu'ils pensaient là-bas. C'est drôle que pendant des années, les gens comme Trudeau insultent Trump publiquement. On parle des Américains ici comme si c'est des n'importe quoi, puis on s'en fout d'eux, puis tout ça. Alors, on crée cette gap entre nous. Avant, on était les meilleurs alliés, puis maintenant, tu sais, on crée cette gap-là. Puis après, quand la personne que tu as insultée pendant des années, puis tu dis ça, il sort et dit, écoute, tu sais quoi? OK, tu m'aimes pas, tu n'aimes pas mon pays, ben moi, je vais protéger mon propre pays. Là, c'est comme, oh non, pourquoi tu fais ça? T'es méchant. Je comprends pas la logique de pourquoi est-ce qu'on n'était pas plus gentil ou plus comme en communication avec les États-Unis au lieu de faire ça avec Trump et avec les Américains en général, la manière qu'on parle d'eux, comme si c'est des stupides et tout ça. Puis là, on est fâché qu'eux, ils se protègent. C'est un peu... on réagit comme des idiots des fois. C'est une bonne remarque que tu fais là. C'est une bonne observation. D'abord, moi, je me suis jamais mêlé de politique américaine. Là. C'est aux Américains à décider. OK? Puis démocratiquement, ils ont un système démocratique comme le nôtre, puis ils choisissent qui va les représenter. Cela étant dit, c'est pas vrai qu'il y a 76 millions d'Américains qui sont des imbéciles finis. Mm-hmm. C'est sûr que si vous écoutez certains médias traditionnels au Québec, vous pouvez penser ça. Parce qu'effectivement, on vous présente ça sous de façon tellement biaisée que ça a l'air comme si ça n'a aucun sens que 76 millions d'Américains puissent faire un choix différent de celui auquel vous croyez. Mais nous, comme Québécois, comme partenaires de ce pays-là, comme voisins, il faut prendre acte des résultats démocratiques. Pas commencer à faire comme Justin Trudeau le lendemain puis commencer à dire qu'on vient de manquer une occasion historique de mettre la première femme présidente des États-Unis. Peut-être, on n'a pas à s'ingérer dans la décision démocratique des Américains. On a à prendre acte de ce qu'ils font puis de voir quelle décision on doit prendre pour sauver nos intérêts puis s'assurer qu'on fait avancer l'intérêt du Québec à travers la décision démocratique qui a été prise au sud de nos frontières. Parce qu'il y a des décisions qui représentent un risque. Les tarifs en sont un gros risque. Mais il y a aussi des opportunités par l'élection de Donald Trump. J'ai parlé tantôt de l'exploitation de nos ressources. Vous avez vu que M. Trump a mis fin aux folies vertes. Là. C'est fini les subventions là,
pour l'électrification des transports, puis toute la filière batterie, notamment au Québec, où on investit des milliards et des milliards. Donc là, il va falloir prendre acte de ça et il faut s'ajuster. Et il faut arrêter de dilapider l'argent des contribuables québécois dans des projets bidons comme Nordvolt et les autres, comme Taiga, comme Lyon Électrique, puis je pourrais en nommer plein d'autres. Il faut, à partir de maintenant, dire, ben écoutez, nous, on a la chance, vous voulez qu'on parle de ressources, puis vous voulez qu'on parle d'hydrocarbures, ben nous autres, au Québec, on a la chance d'en avoir, puis on va vous compétitionner, puis on va vous le vendre, notre gaz. OK? C'est comme ça qu'il faut penser. Et il y a aussi le fait que M. Trump promet de baisser les impôts des entreprises. Au Québec, on est déjà l'État le plus taxé, puis le plus imposé, puis le plus réglementé à plusieurs égards. Bien, l'élection de Donald Trump est une opportunité pour le Québec de faire le ménage là-dedans, puis de réduire ses dépenses, puis de réduire ses taxes, puis ses impôts, puis ses règlements pour concurrencer mieux les Américains. Toutes les folies woke, on en a parlé tantôt, là, c'est terminé sous Donald Trump. Là. Maintenant, aux États-Unis, là, biologiquement, il y a juste un homme et une femme. Il n'y a plus 7 autres catégories. Là. Donc, il faut prendre acte de ça, là, parce que c'est ça qui va être, c'est ce qui va arriver dans les écoles, puis c'est ce qui va arriver partout. Puis les sports, là, il n'y aura plus d'hommes qui vont compétitionner contre des femmes à la boxe ou en lutte ou dans n'importe quel autre sport. Ça devrait être comme ça. C'est ça pour nous autres, là, mais ça, bon, il y a des gens qui pensent différemment, mais peu importe votre opinion, la réalité, là, c'est qu'aux États-Unis, ils viennent d'aller de l'avant dans ce sens-là. Donc, il faut prendre acte de ça. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, il y a beaucoup de politiciens qui ont de la difficulté à comprendre ça. Mais qu'on le veuille ou non, il va falloir le faire. Je veux dire, il y a une réalité nouvelle qui commence, puis elle n'est pas juste américaine en passant, là. Puis c'est pas juste Trump, là. Si vous regardez ce qui s'est passé en Argentine il y a quelques mois, là... Javier Milei, ouais, je le vois. Il est allé dans le même sens que Trump, sinon même plus rapidement, puis plus drastiquement. Puis regardez les résultats économiques présentement en Argentine. C'est redevenu un pays... C'est pour la première fois, l'inflation est sous contrôle. Pour la première fois, il commence à avoir de la création de richesses réelles. Il y a quelque chose qui s'est produit là-bas. Là. Ça va être difficile ici au Québec, je vais dire, parce que quand je parle aux gens ici, ils trouvent ça inacceptable quand je mentionne de couper les impôts pour les personnes, d'avoir plus d'autonomie, puis réduire le gouvernement. C'est comme s'ils pensent que le gouvernement, c'est Dieu, puis le plus de notre argent qu'on leur donne, le plus ça va améliorer notre vie. Quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Puis on voit que c'est pas vrai. Si vous pensez ça, vous pensez que le Québec est plus riche que la moyenne des autres États nord-américains. Sur les 60 États, regardez où on se situe. Là, dépendamment de quel chiffre vous prenez, mais normalement, c'est 58, 59e sur 60, OK? Si ça fonctionnait, notre système, là, on serait dans le numéro 1, 2 ou 3. On ne serait pas 58 sur 60. Donc, ça ne fonctionne pas. Si on était les meilleurs, on ne serait pas à la traîne, même par rapport au Canada. On ne serait pas 2 fois moins riches que les Albertains. Si les Albertains, c'était des fous furieux, là, puis qui exploitent du pétrole, puis qui sont sales, puis qui sont ci, puis qui sont ça, ils ne seraient pas obligés de nous envoyer des milliards à tous les ans en aide sociale entre les provinces par les paiements de péréquation, parce que c'est nous qui aurions le meilleur modèle puis qui payerions. Si le Québec reçoit 13 milliards de plus que ce qui contribue à l'intérieur du Canada, ben c'est parce que notre système économique, notre modèle ne fonctionne pas. Puis la vraie indépendance, ça commence pas avec un drapeau à l'ONU, puis ça commence pas avec un oui au référendum péquiste. Ça commence par payer pour ce qu'on a produit puis pour ce qu'on consomme, pas essayer de vivre avec l'argent des autres. Et pour moi, c'est ça. Moi, quand je parle d'autonomie, là, je parle du fait que le Québec doit cesser de dépendre de l'argent des autres, puis qu'on doit être indépendant financièrement. Puis c'est pas ça, ça se fait pas dans un référendum, ça se fait en retroussant les manches, puis en travaillant plus fort, puis en mettant des lois puis des règlements qui favorisent ceux et celles qui créent de la richesse au Québec plutôt que de lui taper sa tête avec des taxes et les impôts les plus élevés du continent. C'est comme ça que ça se fait. Le Québec est intéressant parce que à propos des autres provinces, ressources naturelles, numéro 1, culture, il y a tout, mais notre système nous rend inutiles. Le monde n'a pas d'argent, tout le monde est endetté. Le gouvernement reçoit de plus en plus de notre argent, puis ils font rien avec. C'est vraiment un dilemme bizarre, le Qu'est-ce Québec. qu'ils font avec notre pognon? C'est toujours la question qu'on se pose. Comment ça se fait qu'on paye de plus en plus de taxes et d'impôts, puis comment ça se fait que nos services publics sont de plus en plus médiocres? Comment ça se fait que le système de santé dans lequel on injecte de plus en plus d'argent a de plus en plus l'air d'un système du tiers-monde? Comment ça se fait qu'on fait moins bien qu'ailleurs? Comment ça se fait que nos routes sont toutes défoncées alors qu'on paye des taxes sur l'essence plus élevées que n'importe qui d'autre sur le continent?
comment ça se fait que nos écoles tombent en ruine, comment ça se fait que... Puis continuez, là, chaque service public que vous avez, est-ce que vous pensez que vous êtes les meilleurs au monde ou si vous pensez qu'on est les pires du continent? Les gens, ils pensent que c'est les meilleurs au monde. Quand je parle aux gens de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, ils me croient pas. Ils sont comme, non, ils sont... Mais il y a beaucoup de Québécois qui vont en Floride l'hiver en particulier, puis je pense qu'ils le voient. Tu sais, quand tu te promènes sur l'autoroute à Miami, c'est assez visible. Là, ils t'écrivent même le nombre de minutes d'attente à l'urgence. Ouais. T'as vu ça? Ouais, pour moi, c'était 7 minutes. Ben, c'est ça. Tu sais, là, tu regardes, il y a 7 minutes, c'est trop long, je vais aller à l'autre, c'est 2 minutes. OK. Mais tu sais, au Québec, on n'a pas de compteur sur le bord des autoroutes pour nous dire que c'est 14 heures. Mais les gens le savent, là. Et je pense que c'est... Puis les routes, je viens de te parler de la qualité des routes. Ils n'ont plus besoin de mettre d'affiches « Bienvenue au Québec », on le sait. C'est quand on a tous mal shaké de tout bord de côté puis qu'il y a des nids de poules à tout partout. T'es rendu au Québec. Il y a quelque chose de désolant là-dedans. T'sais, les cônes oranges, là, c'est pas vrai que dans toutes les villes, ça a l'air de Montréal, là, ça a l'air du Yard, puis tout est bloqué, puis qu'il y a des cônes oranges qui traînent depuis des années. Là. Il y a juste à Montréal qu'on fait ça. Là. Donc, il faut prendre acte de ça. Puis je pense, puis la raison pourquoi on parlait au début, là, pourquoi les jeunes sont plus conservateurs, je pense qu'il y a ça aussi. Ils sont tannés. Parce que je pense qu'il y a pour des raisons linguistiques, ou des raisons de voyage, des raisons de toutes sortes, puis des nouvelles technologies beaucoup, les jeunes, même s'ils ne voyagent pas physiquement, ils voyagent beaucoup virtuellement à tous les jours. Puis ils ont peut-être la chance de plus voir ce qui se passe et de voir que c'est pas normal qu'il y ait des cônes oranges à tous les coins de rue. C'est pas normal d'attendre 14 heures à l'urgence. C'est pas normal d'avoir une école qui est à peu près pareille comme nos parents, mais plus délabrée 40 ans plus tard. C'est pas normal de payer autant de taxes puis d'impôts quand tu commences à travailler comparé à leurs amis ailleurs dans le monde qui commencent à travailler puis qui payent une fraction des taxes et des impôts pour les mêmes services publics. Donc, il y a toutes sortes de choses que je pense que cette génération-là réalise davantage que les plus âgés. Parce qu'ils ont cette ouverture sur le monde qui est peut-être un peu plus grande. Et c'est peut-être ça qui va nous sauver. Puis c'est drôle parce qu'on a toujours historiquement dit que c'était les plus vieux qui étaient plus conservateurs. Tu sais, ça a été comme ça pendant des décennies, hein, depuis le début. Là. Puis partout en Occident, les partis les plus à droite étaient toujours plus populaires chez les personnes âgées, puis les partis à gauche étaient toujours plus populaires chez les plus jeunes. Il y avait même un dicton qui disait « Si t'es pas communiste à 20 ans, c'est parce que t'as pas de cœur, mais si tu l'es encore à 40, c'est parce que t'as pas de tête. » Donc, il y avait... Parce que tu n'as pas payé de taxes, tu n'as pas payé d'impôts à 20 ans, tu es à l'université, tout est beau, tu fumes un joint, tu penses que tout va bien, puis que le gouvernement peut tout régler tes problèmes. Puis à 40 ans, tu as commencé à payer des taxes, des impôts, tu vois que tu n'as pas de service public en échange qui valent la peine. Puis là, si tu es encore communiste, c'est un problème. Mais aujourd'hui, c'est rendu un peu l'inverse. C'est parce qu'on a vécu une génération, je pense, avec des gens qui ont vraiment poussé cette idéologie Écoute, socialiste, c'est un peu le communisme, qu'est-ce qu'on fait? Puis on voit que ça détruit tout, ça ne marche pas. Comme les affaires comme Québec solidaire, c'est des promesses et on va détruire les riches. Là, le point de qui est riche et qui n'est pas, ça change, mais c'est toujours nous qui payons. C'est pas les riches. Tu sais qui payent pour tout ça? C'est les gens qui travaillent. Et les gens qui travaillent sont aussi pauvres que peuvent être riches, puis la majorité sont des gens qui travaillent, ne sont pas riches. Puis c'est eux qui payent pour ça, c'est nous. C'est nous qui payons pour ça, c'est pas les riches, c'est pas les milliardaires, il n'y a pas beaucoup d'eux, puis eux, ils ont leur système à eux. C'est nous qui payons pour tout. Pour ce système qui ne marche pas, puis ça vaut la peine si tu ne veux pas travailler. Si tu ne veux pas travailler, on a des ressources pour toi. Mais si tu veux contribuer à la société, là, on va te fourrer. C'est important ce que tu viens de dire, là, parce que historiquement, on associait la gauche à aider les plus pauvres. Ceux qui sont pas riches, comme tu dis. Là. Ouais. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les interventions de la gauche aident surtout les riches puis ils nuisent beaucoup aux pauvres. Puis je vais te donner 2 exemples de politique publique très actuelles. La législation sur les autos. Puis je sais, j'ai fait rire de moi, ça a même fait le bye-bye à cause de notre slogan « Mon char, mon choix ». Mais le gouvernement du Québec est dans un processus où à tous les ans, il réduit le nombre d'autos que vous pouvez acheter à essence ou hybride, puis il oblige l'achat d'autos électriques. Des autos qui coûtent beaucoup plus cher, en moyenne 80 000 $ que la moyenne des gens n'ont pas les moyens de se payer. Et là, en 2030, on va être rendu à 85 % qui vont être obligés d'acheter des véhicules électriques. Sinon, c'est des pénalités qui vont jusqu'à 20 000 $ par voiture. Ben voyons. Et là, on va...
Puis c'est, tu sais, alors que Trump va complètement à l'opposé. Puis l'industrie d'automobile, je sais pas si vous le savez, là, mais le marché américain est un petit peu plus important que le marché québécois pour eux autres. Là. Pas juste ça, le marché électrique qu'on voulait créer, on voit qu'on n'a pas la technologie ou la puissance de faire ça. Ça va nuire à tout. Il ne vit pas dans la réalité. Non. Puis au Québec, on n'a pas le climat non plus parce que vous savez qu'en hiver, ils peuvent perdre jusqu'à 50% de leur capacité. Donc, c'est le dernier endroit où on devrait obliger les autos électriques, c'est des climats comme le Québec. Mais tout ça pour dire que des politiques comme celle-là, le gars qui a une Tesla à 150 000 $, il s'en contrefou. Lui, il est bien content que Legault puis Trudeau il envoie des subventions de 15-20 000 $ pour acheter son char. Puis il est bien content qu'on oblige les autres aussi à avoir des autos électriques parce qu'il va y avoir plus de bornes pour lui. Mais le gars qui a les moyens de se payer un char à 30 ou 40 000 $, bien lui, il va être obligé de se promener en métro puis en autobus, puis sa famille, puis il n'aura plus moyen d'avoir un auto. Fait que le pauvre, entre guillemets, là, bien, on est en train de se dire, tu n'as plus le droit d'avoir de voiture. C'est ça que les politiques de gauche sont en train de leur dire. Puis ces gens-là sont en train de se rebeller contre la gauche. Demandez-vous pas pourquoi les pauvres sont de moins en moins à gauche puis de plus en plus à droite. Je vais vous donner un autre exemple, le logement. Ils ont mis au fil des ans, puis beaucoup de nos maires au Québec, on a élu beaucoup de QS au niveau municipal, à commencer par Montréal, évidemment, où construire est devenu un vrai casse-tête, quasi impossible. Ça te prend des permis par-dessus permis, on réglemente tout, ça prend du multilogement, on ne veut pas de maison unifamiliale. Le jeune d'aujourd'hui qui a 25 ans qui nous écoute, là, il a le même rêve que son père et son grand-père. Il rêve de se marier, de rencontrer une fille, puis de pouvoir se marier, de fonder une famille, s'acheter une maison, puis d'avoir son char. Je sais, c'est des besoins de base que les êtres humains là, en Amérique du Nord ont. Bien, il réalise qu'une auto, il n'y aura pas les moyens avant d'être pas mal plus vieux, où il va être obligé de se promener en autobus toute sa vie. Puis pour acheter une maison, au prix que les maisons sont rendues, ça va être impossible. Puis le gouvernement, au lieu d'aider puis d'essayer de développer des nouveaux quartiers, des nouveaux développements résidentiels, puis essayer de faire en sorte que ça soit abordable pour lui, puis sa blonde, puis leurs futurs enfants, bien, ils font tout pour les empêcher puis les obliger d'être locataires dans des tours. Et fait que le pauvre, là, il a l'impression qu'il y en a un qui travaille pour lui, celui qui veut qu'il puisse conduire le char de son choix, puis celui qui veut qu'on puisse construire des nouveaux développements pour que lui aussi puisse s'acheter une maison. Puis de l'autre côté, il y en a un qui fait qu'il ne pourra jamais s'acheter une maison puis il ne pourra jamais s'acheter de char à gauche. Puis c'est peut-être pour ça que les jeunes, leur valeur puis leur ambition n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le discours de la gauche qui, historiquement, leur promettait un monde meilleur, puis aujourd'hui veut les empêcher d'avoir une maison puis d'avoir un char. C'est intéressant que tu as dit ça parce que, puis même la joke qu'ils ont fait sur le bye-bye, parce que tu vois de plus en plus les gens vraiment riches ou qui contrôlent, qui sont vraiment dans le milieu des médias, sont de plus en plus gauche. Puis ils essayent de dire aux pauvres, « Hey, moi je vis bien, alors continue à supporter mes idées, même quand ça ne marche pas pour eux. » Puis eux, ils répètent ça comme si c'est la vérité. Puis je vois ça, moi puis lui, on discute ça, le logement, puis tout ça, ça fait des années qu'on discute ça comme « Hey shit, les jeunes, puis nous, c'est pas abordable, on peut pas acheter une maison. » Il y a même des condos que tu peux pas louer parce qu'ils sont trop chers, même s'ils sont petits. Mais... Et là, ils disent « Non, ça va bien, ça devrait être comme ça, ça va bien, paye tes impôts. » C'est ridicule. Tu sais, moi, là, j'ai la chance d'être un peu plus vieux puis d'avoir acheté à l'époque. Écoute, la première maison que j'ai achetée, c'était 60 000 $. C'est juste pour que les gens, puis j'ai pas 100 ans, là. Mais c'était normal de payer 60 000 $ une maison. Là. Quand moi, j'ai commencé à m'acheter une maison, c'était ça que ça valait, une maison. Puis nos salaires n'étaient pas 10 ou 20 fois moins grands, là. Mais les prix des maisons, c'était 60 000. Aujourd'hui, combien il faut que tu gagnes si tu veux avoir une maison à 7, 8, 900 000? Parce que c'est ça que ça coûte à Montréal, là. 1 million. Ouais. C'est impossible. À moins que tes parents étaient là. Fait que là, c'est juste les enfants des riches qui ont le droit d'avoir des maisons. Apparemment. Parce que c'est là que on s'en va, là. Ouais. Parce que si t'as pas un 200-300 000 $ à mettre comme cash down, oublie ça, là. Puis même à ça, ton hypothèque va être quand même incroyable. Astronomique. Ouais. Fait que si papa et maman sont pas là tous les mois pour t'aider à payer l'hypothèque, t'es foutu. Puis même les appartements, c'est rendu cher. Très cher. Fait que comment ça se fait que la gauche qui était là pour aider ce monde-là, aujourd'hui se battent contre eux puis font tout pour mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent construire des logements puis ils veulent faire augmenter le coût du logement au Québec? Moi, ça me dépasse. Tu dis ça parce que t'es homophobe. C'est ça, ça va être ça l'argument. Mais c'est ça que je n'aime pas. C'est jamais les idées. Tu sais, le monde, il sort. Toi, t'es comme, écoute, on a besoin de faire quelque chose, mais ils vont trouver un autre angle pour dire pourquoi toi, t'es un méchant. C'est sûr ça n'a rien à faire avec l'argument. C'est sûr que malheureusement, c'est souvent ce qui se produit. Mais le message résonne. Là. Il y a des jeunes qui comprennent. Puis même les parents qui nous écoutent, là, ils aimeraient...
Puis c'est normal, là, comme être humain, de l'histoire de l'humanité, on a toujours voulu que nos enfants réussissent mieux que nous. Ouais. C'est une preuve qu'on a réussi notre vie si la prochaine génération est encore mieux que nous. Au Québec, là, pour la première fois de l'histoire, depuis que nos ancêtres sont arrivés sur le continent, on a une génération qui va moins bien vivre que celle de ses parents. Moi, j'ai honte de ça. Ça va à sens contraire des valeurs humanistes profondes. Puis, c'est pas parce qu'il y a eu un cataclysme, c'est pas parce qu'il y a eu une guerre là, que ça arrive. Ça arrive parce qu'on a des politiques publiques qui ont planifié ça. On a des politiciens, une classe politique qui a acheté la prochaine élection en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération. Au Québec, ça se produit depuis trop longtemps. On empile les déficits. François Legault puis Justin Trudeau, là, cette année, ont empilé les pires déficits de l'histoire du Québec et du Canada. Bien, ça, il y a des conséquences. C'est que c'est de l'impôt reporté. C'est des jeunes qui vont devoir payer pour des services publics que leurs parents et leurs grands-parents ont profité. C'est inacceptable, c'est immoral. Je comprends que légalement, ils peuvent le faire, mais il y a quelque chose de profondément immoral de faire ça. Et on accepte, on tolère ça encore aujourd'hui. Moi, je tolère plus ça. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent c'est assez. Là. Puis moi, je veux laisser plus à mes enfants, je veux laisser plus à la prochaine génération. Puis moi, je pense à l'avenir. Puis c'est pas. Tu sais, quand je vois là, le Parti québécois est en avance d'un sondage aujourd'hui, pourquoi? Ouais. Pas parce qu'ils ont le discours que j'ai, pas parce qu'ils veulent aider la prochaine génération, parce qu'il y a une génération de boomers qui était à la CAQ, qui est retournée au Parti québécois puis qui est nostalgique du 15 novembre 1976. Mais en plus, je pense que c'est à cause de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est son style puis son discours. Je pense que ça aide quand tu as quelqu'un qui parle puis est prêt à discuter. Puis les politiciens, ils font pas ça. Comme qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est rare. Mais C'est attends très une rare. minute, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, il a dit 3 choses qui, moi, m'ont fait trousser les cheveux de sa tête puis qui me font très peur. C'est moi. Il pense qu'il peut contrôler le prix de la bouffe. Hein. Il a accusé les épiciers quand il y a eu une hausse du panier d'épicerie. Là, lui, il voulait contrôler le prix de la bouffe. Il voulait contrôler les taux d'intérêt, puis il voulait contrôler le prix de l'essence. Ça, là, c'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. Le rôle du gouvernement, là, c'est de s'assurer qu'il y a un système qui fonctionne, où il y a de la concurrence. C'est les gouvernements qui ont essayé de contrôler le prix des aliments, le prix du pétrole, puis le prix des taux, puis le taux d'intérêt, là, ça a été un échec monumental. Puis c'est arrivé dans des États autoritaires, totalitaires. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce type de pays-là. Mais tu vois, ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que je suis avec toi, on ne devrait pas contrôler ça. Ça arrive-tu que tu peux être quelque part comme avec quelqu'un comme lui, puis juste en discuter? C'est ça qui manque ici au Québec. Je dis, hey, cette idée, c'est bonne, cette idée, c'est de la merde. C'est le fun que tu dises ça, parce que quand il a émis notamment l'affaire du panier d'épicerie, je suis parti, puis j'ai fait une vidéo là, dans une épicerie où je faisais mon épicerie, puis j'expliquais aux gens nos positions là-dessus, puis je répliquais à Paul Saint-Pierre Plamondon sur son idée. Et à la suite de cette vidéo-là, Antoine Robitaille de Cube Radio nous a invités, lui et moi, à aller débattre, parce que les deux, on avait fait des présentations, puis on s'était attaqués via les réseaux sociaux sur X, pour ne pas le nommer, et il a décliné l'invitation. Et puis ça, je trouve ça triste. C'était quand, ça? C'était l'année dernière, là, je me souviens plus quel mois, je pourrais te sortir la date, là, mais ça fait pas si longtemps, là, c'est il y a quelques mois. Et c'est quand il y a eu il y avait un gros débat là, sur le prix du panier d'épicerie. Là, et, mais ça, je savais, puis tout le monde savait, ça n'avait rien à faire avec les épiceries. c'est C'est le pas à coût faute de des tout. épiciers, C'est pas pantoute. que notre dollar était détruit, que tout coûtait plus cher. C'est ça qui, c'est pas logique. Puis là, eux autres, ils voulaient créer un office de la concurrence des épiceries ou je sais pas quoi, une affaire bureaucratique gouvernementale, là, comme d'habitude. Pareil comme si chaque problème avait une solution bureaucratique. Puis en engageant des fonctionnaires, ça allait régler le problème. Mais moi, je voulais avoir ce débat-là. Mais c'est très difficile d'avoir un débat. Puis, tu sais, ça a tout pris, nous autres, pour qu'on soit invités au débat. Hein. Ils voulaient pas nous inviter au débat. Même encore, récemment, j'étais à Radio-Canada en entrevue, puis j'étais en débat contre Uba Gazal, la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire. Puis évidemment, ça n'a pas bien été dans l'entrevue. Et à la fin de l'entrevue, elle a dit de toute façon, toi, tu devrais même pas être là parce que tu n'as pas de député à l'Assemblée nationale. Écoutez, là, s'il y avait une élection aujourd'hui, là, il y aurait plus de monde qui voterait pour le Parti conservateur du Québec que pour Québec solidaire. Mais c'est bizarre qu'elle a dit ça parce que ça, c'est pas démocratique. Toi, tu devrais pas avoir une parole, une voix, même si le monde a voté pour toi. C'est un peu bizarre de dire ça. Ça fait très communiste. Ben oui, puis ça fait très aussi culture de l'annulation. Tu penses pas comme moi, on t'élimine. Puis, bon, là, écoute, on pourrait parler des liens entre le Parti communiste et le Parti de Québec solidaire pendant longtemps, parce qu'il y en a déjà eu. Hein? Il y a eu des liens même organiques entre le Parti communiste du Québec et Québec solidaire. Il ne faut jamais que les Québécois oublient ça. Là. Non, moi j'haïs ça. Moi, je suis très
éduqué dans l'histoire européenne puis tout ça. J'haïs ça, le communisme. Je vois qu'est-ce que ça fait à des pays. Je vois qu'est-ce que ça peut faire à des pays. Puis je vois que ça fait à nous ici. Quand je mentionne ça, je dis, tu sais, c'est un peu communiste, ça. On ne devrait pas faire ça. Puis le monde, non, c'est socialiste, c'est socialiste. C'est pratiquement la même chose. Ouais, mais ça fait peur. C'est de l'intervention de l'État qui vous enlève de la liberté comme individu. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Pourquoi vous voulez perdre C'est-tu la la liberté? propagande? Moi, ils vont me traiter de complotiste, mais même qu'est-ce que Trudeau vient de faire avec notre dette, même Legault, c'est comme s'ils font par exprès pour détruire tout ce qui se passe autour de nous pour que nous, on n'a pas le choix. Puis comme, ils disent aux prochaines élections, ils vont nous aider. On doit voter pour eux. Ils détruisent tout ce qu'on a. Puis après, ils disent, c'est moi qui vais t'aider. C'est comme si c'est un plan, c'est planifié. Mais ils nous aident pas. Puis, tu sais, les gens, là, je voyais même encore cette semaine, là, tu sais, M. Trudeau puis M. Legault, c'est comme les papas de la nation, là, tu sais, puis ils vont nous s'occuper de nous, puis ils vont nous protéger, comme ils ont fait pendant la COVID. Là, ils vont nous protéger contre Trump. Je m'excuse, là, mais moi, j'en ai un père, puis vous autres, vous en avez tout un père, là. Puis toi aussi, tu en as un père. On n'a pas besoin d'un deuxième père, là. On vote pas pour avoir un deuxième père ou un troisième père, là. On vote pour quelqu'un à qui on envoie beaucoup trop d'argent pour la gérer de façon efficace puis nous donner des services de qualité. C'est un gestionnaire qu'on veut, pas un père. Puis moi, j'en ai rien à foutre que Papa Legault commence à me dire, à me rassurer, puis inquiète-toi pas, Éric, puis sois pas anxieux, puis tu peux aller faire un petit dodo, puis bois plus de jus d'orange de la Floride parce que là, je suis fâché après Donald, puis j'ai pas besoin d'un papa, là. J'en ai un papa, là, puis j'en ai pas... C'est pas François Legault, mon père. Puis ça sera jamais François Legault, mon père. Puis faut arrêter de chercher en un politicien, mon père. Moi, si je veux être premier du Québec, c'est pas pour être votre père. Moi, c'est parce que je veux gérer correctement votre argent, puis je veux qu'il vous en reste plus dans vos poches à la fin de la semaine. Puis ça devrait... Tout le monde devrait faire ça. Ben, il me semble que c'est la base, mais de toute évidence, c'est pas ça. Eux autres, ils veulent être les papas, là. Mais puis ma papa ou maman, ça change rien. Là. Peu importe qui c'est, là, on veut pas ça. On n'a pas besoin d'être materné par un gouvernement. Et puis, il y a beaucoup de gens, tu as raison, c'est un gros problème. Il y a des gens encore qui croient que c'est le rôle du gouvernement de nous protéger. Non, c'est pas le rôle du gouvernement. C'est notre système d'éducation? C'est ton rôle comme père, comme mère, de protéger tes enfants. Ouais. Mais toi, t'es pas un enfant, puis il faut arrêter de t'infantiliser puis de parler comme si t'étais un enfant. Ça vient d'où, ça, qu'on accepte ça? C'est-tu notre système d'éducation? Parce que moi, je suis toujours choqué quand je vois ça. C'est comme, t'es une adulte. Tu devrais pas... Comme moi, je suis un adulte. Moi, je vais avoir tous les droits, la liberté. Je peux travailler, prendre des chances, prendre des risques. Je veux pas quelqu'un qui rentre dans mes poches à chaque 20 minutes. C'est très bizarre que tu veux que quelqu'un rentre dans tes poches, pousse un système que tu vois qui ne marche pas, qui ne contribue pas à ta vie, contribue pas à la vie de tes voisins, mais tu veux qu'il continue ça. Pour quelle raison? C'est inexplicable. Puis, ils n'arrêtent pas. Hein. Moi, ce que je pensais, c'est que les gens commencent à se réveiller de plus en plus, puis il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que le système ne fonctionne pas. C'est que tu dis, là, le gouvernement va reculer un peu. Ben non. Puis, je vais vous donner un exemple bien concret. Là. Cette année, on va avoir... Puis là, je sais que c'est compliqué, c'est des systèmes, des affaires économiques, là, mais je vais essayer de mettre ça très simple pour que tout le monde comprenne bien. Là. Il augmente l'impôt sur le gain en capital. Okay? Ouais. Ça veut dire que votre oncle ou votre tante, qui toute leur vie ont vécu dans un duplex ou un triplex pour essayer d'économiser, puis que c'est la plus grosse économie de leur vie parce qu'eux autres, il n'y avait pas de fonds de pension du gouvernement parce qu'ils travaillaient dans le privé, puis qu'ils ont supporté 2 locataires, puis qu'ils ont bien entretenu leur logement, puis qu'ils ont loué ça, puis qu'ils ont fait des rénovations, puis que votre oncle, le samedi, là, au lieu d'aller faire du ski, mais il était en train de réparer le tuyau du logement du deuxième, là, parce que lui, c'est un travaillant, puis qu'il voulait économiser, puis il voulait assurer un meilleur avenir pour ses enfants. Bien, lui, quand il va vendre son triplex, puis qu'il va faire un gain en capital sur l'investissement qu'il a fait au fil des ans, bien, au lieu que son taux d'imposition soit imposé sur 50 % du profit, on va monter ça à 66,66 %. Puis là, tu te dis, ben, c'est pas grave, il y a de l'argent qui paye. Un instant, là. Premièrement, il est peut-être moins riche que le papa qui est fonctionnaire à côté, là. Mais deuxièmement, quel message on est en train d'envoyer aux gens qui économisent puis qui travaillent fort? Puis pourquoi que le gouvernement a besoin d'augmenter ses revenus? Et le gouvernement du Québec aurait pu dire, regarde, Justin Trudeau, t'es complètement gauchiste, t'es complètement disjoncté, tu veux beaucoup trop taxer. Fait que nous autres, on va continuer à garder ça à 50 %. Ben non, ça n'a même pas été adopté par la Chambre des communes. Okay? Il n'y a jamais eu de vote. Ils l'ont déposé, ils ont dit que c'était leur intention. Sauf que là, il y a des candidats à la direction du Parti libéral du Canada qui sont contre, puis on sait qu'ils sont minoritaires puis qu'ils vont tomber de toute façon. Fait que ça ne sera jamais adopté. Mais le gouvernement du Québec a quand même décidé d'imposer les Québécois comme l'intention du fédéral en disant c'est pas nous autres qui a augmenté la taxe, c'est la faute à Justin Trudeau.
Fait que c'est n'importe quel prétexte, je parle de ça juste pour te montrer comment ils sont de mauvaise foi, n'importe quel prétexte pour aller chercher quelques centaines de millions puis de pomper de l'argent dans nos poches. Puis là, je t'ai parlé du duplex, mais je pourrais te parler du gars qui a son chalet ou du gars qui avait investi de l'argent en bourse ou du gars... Je veux dire, il y a toutes sortes de façons là, de collecter de l'impôt, mais on est en train d'imposer de plus en plus le monde, alors qu'on a été élu en disant qu'on n'augmenterait pas les taxes et les impôts. Puis là, on est en train, par en arrière, en utilisant Justin Trudeau, d'aller vous siphonner plus d'argent. Puis qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est sûr que si on me taxe plus quand je vends mon duplex, bien, je vais être obligé de charger plus cher quand je loue le logement. Puis, je veux dire, ça a un effet domino. Ultimement, c'est pas le gouvernement qui va payer cette augmentation-là, c'est vous, de façon directe ou indirecte. Puis après, ils disent qu'ils sont méchants parce qu'ils ont augmenté les loyers, mais ils n'ont pas le C'est le gouvernement qui en profite. Ouais. C'est de l'hypocrisie pure. La même chose, tantôt, je parlais des autos. Quel impact ça va avoir, toutes ces réglementations vertes et cette folie verte-là? Bien, c'est qu'on augmente le coût du transport. Quand tu augmentes le coût du transport, qu'est-ce qui arrive? Même si vous n'avez pas de voiture, tout ce que vous consommez vient en auto. À un moment donné, vous allez vous ramasser avec la facture. Arrêtez de penser que bonne nouvelle, c'est pas moi qui va payer. Non. L'économie, c'est plus compliqué que ça. Là. Quand tu vas aller faire ton épicerie, tu vas le payer dans chaque produit que tu consommes, là, la hausse du prix de l'essence ou la hausse des prix des voitures. Là. Puis, c'est quoi ton stratégie pour les prochaines élections provinciales? Ben écoute, nous, là, on est concentré géographiquement. Les conservateurs, c'est beaucoup dans la grande région de Québec, là, le Chaudière-Appalaches, capitale nationale. C'est sûr qu'il va falloir concentrer davantage. C'est l'erreur que j'ai faite puis qu'on a fait collectivement, les conservateurs, à la dernière élection. On a fait campagne nationale parce que c'était la première fois. On est parti de 1%. On ne savait pas où ça allait lever, où ça allait pas lever, notre affaire. Il y a eu des belles surprises, pas juste à Québec, là, mais il y a des circonscriptions à Montréal où on a fait plus de 20%, plus que 2 fois notre score national. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. On a fini 2e même dans plusieurs circonscriptions dans la région de Montréal. Fait qu'il va falloir qu'on concentre là où on est fort. Mon objectif, c'est avant la prochaine élection de faire une entrée à l'Assemblée nationale. Soit que moi, je me fasse élire, soit qu'on fasse élire quelqu'un, soit qu'on aille chercher quelqu'un dans un autre parti comme on avait fait avec Claire Sanson. Mais il faut qu'il y ait une voix conservatrice à l'Assemblée nationale, puis le plus tôt sera le mieux. Puis on ne peut pas attendre la prochaine élection fédérale. Ensuite de ça, il va y avoir une élection fédérale, à l'élection provinciale. Il va y avoir une élection fédérale aussi. Je pense que ça va avoir un impact. Les gens vont voir les politiques conservatrices à l'œuvre. Je suis convaincu que Pierre Poilievre va être le prochain premier ministre du Canada. Je pense aussi, ouais. Les Québécois vont pouvoir apprécier c'est quoi des politiques conservatrices. Donc, tu sais, ça fait toujours un peu plus peur au Québec, les politiques conservatrices. Je pense qu'il faut démystifier ça. Et donc, ça, je pense que c'est une autre chose qui va pouvoir nous aider. Et le fait qu'on est différent. Tu sais, en politique, c'est important que les gens comprennent qu'on n'est pas comme les autres. C'est quoi la différence conservatrice? C'est quoi qui fait que tu votes conservateur plutôt que pour les autres? Et je pense que ça, il faut que je le fasse. Puis il faut que je le fasse à l'extérieur. Mon défi, c'est qu'il faut que je le fasse à l'extérieur des médias traditionnels. C'est ça qui est mon vrai défi. Hein? Puis on est, évidemment, partout ailleurs sur la planète, il y a bien des places où c'est beaucoup plus avancé qu'ici. Mais ici, nous autres, on est peut-être le premier rejeton de la nouvelle réalité médiatique. Et il va falloir l'accentuer. Hein? Aux États-Unis, les gens se demandent comment c'est que Trump a été élu. C'est pas à cause des NBC, ABC ou CBS de ce monde là, qui ont été élus. Là. Il a été élu parce que, justement, il y a un gars comme Joe Rogan qui l'a reçu puis qui l'a appuyé, puis qui a eu, je sais pas, là, peut-être 4, 5, 6, 10 fois plus d'impact là, que 60 Minutes, là, qui était l'émission phare en matière politique aux États-Unis à une certaine époque. Parce qu'il y a eu des entrevues aussi avec Elon Musk ou avec J.D. Vance, à Joe Rogan aussi, qui ont eu de l'impact très, très important. Donc, la nouvelle réalité des médias alternatifs, il va falloir l'exploiter davantage à la prochaine élection. Là, ça va faire partie de nos priorités. Il faut que je m'adresse directement aux gens. Il faut passer par-dessus la barrière des médias traditionnels. Puis parce que c'est un gros handicap pour nous. Hein. J'ai commandé, là, on a mandaté une firme indépendante, là, Meltwater, pas la nommer, pour nous sortir les chiffres de la couverture médiatique au Québec. De tous les partis politiques provinciaux, on a 1% de la couverture médiatique. Okay? On représente, je ne sais pas, 14-15%, dépendamment de quelle firme de sondage vous croyez. Là. Il y a certains médias qui accordent 17 fois plus d'importance à Québec solidaire qui a moins de votes que nous. Et c'est ça. Puis ça, je ne vous parle pas de la qualité de l'information. Là. Je parle juste de la quantité, parce que la qualité, ça sera encore pire, parce que comprenez que Québec solidaire, ils sont là pour le gratter le dos, puis nous autres sont là pour donner des claques à la gueule. Là. Mais c'est un réel problème, c'est un réel défi pour nous.
Puis certains de ces médias-là sont même des médias publics payés avec l'argent de nos taxes, là, qui sont là pour déformer la réalité politique au Québec. Donc, je pense que ça aussi, il va y avoir un changement qui va être important. Puis j'espère aussi qu'à Ottawa, on va, avec un nouveau gouvernement conservateur, on sait que Pierre Poilievre s'est engagé là, à vendre CBC, mais il va falloir qu'il y ait du changement aussi à Radio-Canada. Je pense que le côté francophone aussi a besoin d'un bon ménage et j'espère que ce message-là va venir d'Ottawa au lendemain des élections fédérales. Ben, Rick, bien dit. Puis merci d'être venu au Frenchcast. Puis merci de m'accueillir. Ouais, puis j'ai de l'espoir pour toi en santé, premièrement, parce que c'est... c'est mon cœur, c'est le coup. Vraiment ça, puis bon succès. Merci beaucoup à toi. T'es un gars très gentil, puis j'aime ça que t'aimes ça discuter, puis tu veux parler au balado, puis c'est très important pour les politiciens du futur. Puis tu peux même recevoir des débats la prochaine fois. Reçois-nous 2-3 chefs autour de la table, on va avoir du fun. Oui, Paul était là. Non, mais Paul Saint-Pierre Plamondon était là la semaine passée, il était très cool. Non, mais je parle de débat, moi. C'est ça, je dis, je peux vous amener ensemble. Peut-être ça va être moi qui va gérer ces débats-là, parce que c'est beaucoup... Moi, quand j'ai vu les derniers débats fédéraux, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est même les questions, des fois, c'était vraiment, vraiment bizarre. C'était pas des vrais débats. En passant, même en anglais, c'était drôle parce que c'était Yves Blanchette. François Blanchette. Ouais, que lui, il parlait, lui, il répondait des questions en anglais clairement. Puis c'était pas sa première langue. Puis les autres, les anglophones, ils voulaient pas répondre aux questions. Je trouvais ça exceptionnel. Alors ouais, peut-être je vais penser à ça parce que quand même, les politiciens les chefs des partis que je parle avec, vous êtes tous gentils et cool avec moi. Alors je pense que si quelqu'un peut l'organiser, ça serait moi. J'aimerais bien ça. Je vais venir. Pourquoi pas? Moi, je suis, honnêtement, mes opinions puis mes intentions sont vraiment honnêtes. Je veux juste que vous parlez puis on peut discuter puis on peut arriver à un avenir plus positif pour, notre société. C'est vraiment ça. Alors, merci encore, Eric. Merci de l'accueil. Souhaite du bon succès. Merci.